Bonjour à tous, je ne sais pas si je dois attendre encore un peu, je dois attendre qu'on me présente ou pas, ou si je me lance comme ça. Peut-être, voilà, je me lance, hein, voilà. Allez, allons-y. Alors je voudrais m'expliquer sur le titre, le titre des mots abstraits qui agrandissent la pensée. Ce titre, en fait, c'est un extrait, c'est une citation très courte que je vais vous montrer, une citation très courte d'un texte de Tocqueville, dans la deuxième version de la démocratie en Amérique. Et une citation finalement qui n'a pas été beaucoup commentée. Il y a des passages de Tocqueville qui ont été très très largement cités, commentés. Celui-là, pas tellement, sauf par les linguistes, ou sauf par les gens qui s'intéressent au rapport entre discours, usage linguistique et théorie politique. Et donc c'est de ça que je voudrais partir. Et une citation qu'il faut remettre en contexte. Voilà, la citation un petit peu plus longue, j'ai beaucoup coupé. C'est un passage dans lequel, donc cette deuxième version, c'est un passage dans lequel Tocqueville s'arrête assez longuement sur la question de la langue de la démocratie. Est-ce qu'on parle dans les démocraties une langue différente de celle que l'on parle dans les monarchies ou dans les aristocraties? Et donc, ça s'intéresse à la langue particulière qui se développe dans des régimes politiques qui disent ou se disent érigés pour le peuple, par le peuple, un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, pour reprendre une formule de Lincoln plus tardive. Et donc, à ce moment-là, Tocqueville s'arrête assez longuement sur cette question de la langue et il dit que dans ces gouvernements, pour le peuple, par le peuple, du peuple, pour le peuple, par le peuple, dans ces gouvernements démocratiques, la langue, il y a une économie de la langue totalement différente de celle qui était l'économie de la langue dans les gouvernements aristocratiques ou monarchiques. On parle une autre langue, on parle un autre anglais. Alors voilà la citation, un petit extrait. La citation complète, celle-ci. Le mouvement perpétuel qui règne au sein d'une démocratie tend à y renouveler sans cesse la phase de la langue comme celle des affaires. Donc j'ai coupé comme celle des affaires. Le génie des peuples démocratiques ne se manifeste pas seulement dans le grand nombre des nouveaux mots qu'ils mettent en usage, mais encore dans la nature même des idées que ces mots représentent. Donc le génie des peuples démocratiques, c'est le renouvellement de la langue, des nouveaux mots, des mots qui n'existaient pas auparavant, des néologismes, et puis des mots d'une nature différente qui renvoient à d'autres représentations, à d'autres concepts ou à d'autres idées. La preuve la plus manifeste de cette originalité de la langue dans les démocraties pour lui, c'est la multiplication des termes génériques, on va voir qu'est-ce qu'il entend par là, je vais essayer d'en commenter quelques-uns, des termes génériques ou, dit-il, des mots abstraits, parce que ces expressions agrandissent la pensée. Donc voilà son idée. Comme il y a plus de commerce entre les gens, il y a plus de discussions, il y a plus de locuteurs légitimes, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sur les choses publiques, la politique dans les démocraties, alors que dans l'aristocratie, il pense à l'Angleterre, il n'y avait qu'un tout petit nombre de locuteurs légitimes qui pouvaient s'exprimer sur les affaires publiques. La langue était figée, évoluait moins vite, changeait moins. Et donc l'argumentation, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de locuteurs légitimes, il y a une égalité théorique qui règne entre ces locuteurs, tout le monde a le droit de s'exprimer dans une démocratie, et il y a une accélération du mouvement des affaires, et des affaires de gouvernement en particulier. Tout cela imprime une véritable révolution à la langue, dont beaucoup de dictionnaires, de néologismes de la Révolution américaine ou de la Révolution française vont être la preuve. La Révolution, c'est un phénomène politique, mais c'est aussi un phénomène linguistique. La preuve, ce sont ces dictionnaires. Je ne sais pas comment marcher ça, voici, voilà. Ce sont ces dictionnaires, en voilà un exemple, mais vous en connaissez sans doute d'autres. Il y a le dictionnaire de Louis-Sébastien Mercier, mais celui-là, c'est un dictionnaire anglais qui est assez drôle, de William Dupré, publié en 1801. Vous voyez le titre, c'est Lexicographia Neologica Gallica, The Neological French Dictionary. Et c'est un dictionnaire de tous les termes, de tous les néologismes de la Révolution française, en disant la Révolution a changé tous les mots, à tel point qu'il faut aujourd'hui parler une nouvelle langue pour les voyageurs quand on arrive en France parce qu'on ne comprend plus rien. Peuple ne veut plus dire ce qu'il disait au XVIIe siècle, liberté ne veut plus dire la même chose, puis il y a plein de mots nouveaux, assignat, ci-devant, etc., pour lesquels il faut un dictionnaire. Le dictionnaire est évidemment
assez critique sur la Révolution française et assez drôle. La révolution politique est donc aussi une révolution de la langue, un événement linguistique qui vient donner un sens nouveau, plus abstrait, aux mots anciens, par exemple liberté, qui désigne de plus en plus une vertu ou un idéal, et plus seulement les privilèges locaux, les libertés de la ville d'Agen ou les libertés des bourgeois d'eux, qui étaient des exemptions, qui étaient utilisées au pluriel plutôt. Eh bien, le mot change de sens, et puis il y a des nouveaux mots, de nouvelles expressions, plus abstraits aussi, et parfaitement en accord avec la formation de gouvernements ou de formes de gouvernement où la souveraineté ne s'incarne plus dans un personnage unique, le roi ou le prince, mais ne s'incarne plus dans un corps physique, celui du roi ou celui du prince, mais dans un collectif ou dans un principe. La souveraineté n'est plus représentable dans une personne, comme ça pouvait être la tradition dans l'iconographie politique du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ou du Moyen-Âge. On représentait la figure du prince, c'était à la fois le prince physique et la souveraineté qu'on représentait, les deux corps du roi. Mais là, non. Maintenant, la souveraineté va être incarnée dans autre chose, dans un collectif ou dans un principe abstrait, le peuple souverain, la souveraineté populaire, l'universalité de la loi, ou la devise, l'unité dans la diversité, on va voir d'où elle vient, ou la liberté, ou encore l'idée d'autorité de la Constitution. Ce n'est pas du tout la même chose de dire le roi est souverain et je représente la souveraineté en représentant le roi, et je représente la souveraineté de la souveraineté populaire, du suffrage populaire ou de la Constitution. Il y a dans un cas la possibilité d'une représentation figurative, dans l'autre on va représenter des choses abstraites, comme le dit Tocqueville, et plus compliquées. Et donc c'est une transformation rapide, profonde de la langue de la politique et de la manière de se représenter à travers elle. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste? Comment on va qualifier le pouvoir du peuple? Comment? Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement légitime? Et donc ces abstractions se sont incarnées très rapidement, non dans un corps physique, le corps du prince ou du roi, mais dans des allégories, dans des compositions complexes, aujourd'hui connues, par exemple la liberté, habillée en femme, avec la poitrine partiellement dénudée, un bonnet phrygien, donc des allégories politiques, mais aussi, et c'est cela qui va me retenir aujourd'hui, dans des architectures que la recherche récente, quelques auteurs ont qualifiées d'architecture morale, et on pourrait dire architecture symbolique, c'est-à-dire des dispositifs spatiaux, des manières d'organiser des bâtiments, ou des colonnes, ou des colonnades, qui portent un sens politique ou symbolique. Alors, le cas le plus connu, le plus célèbre, le mieux étudié, celui où on a forgé l'expression d'architecture politique ou d'architecture symbolique ou morale, c'est le cas de l'architecture des nouvelles assemblées, quand on passe de régimes monarchiques ou aristocratiques à des régimes, en France et en Amérique, à des régimes représentatifs. C'est la question de la naissance du gouvernement représentatif, entre les années 1770, 1790, la naissance du principe représentatif, de l'idée de pas de démocratie directe, mais les électeurs, les citoyens, les sujets choisissent des gens qui prendront pour eux et en leur nom des décisions. Ce principe du gouvernement représentatif débouche sur de nouvelles architectures, des nouvelles pièces, des nouvelles manières d'organiser les lieux. Alors par exemple, ça c'est une assemblée d'ancien régime typique, c'est une diète d'empire, la session d'ouverture. Et donc vous voyez, c'est un dispositif spatial très particulier. C'est une salle, comme les salles du château ici, carrée, une salle rectangulaire qui pourrait être n'importe quelle salle. Elle n'a pas été conçue spécialement pour abriter une assemblée. Vous avez au fond l'empereur et puis autour de lui ce qu'on appelle les princes électeurs, Kurfürsten, les princes électeurs. Sur les côtés, les princes, sur les bancs des côtés, les princes ecclésiastiques et les princes séculiers. Et puis ici, en bas, la représentation des délégués des villes, les délégués des villes. Et donc, vous le voyez, ça serait la même chose. Ça, c'est aussi une représentation du Fürstenrat, du collège des princes dans le Reichstag. Et vous voyez qu'on fait très attention de dire où siège telle personne, où sont les bancs, comment sont orientés les bancs, qui est près de la table directoriale, qui est secrétaire, et c'est la liste des territoires. Et donc, vous le voyez, ce qui est important, il y a des points communs entre les salles pour les états généraux, les salles pour les diètes, pour les assemblées, les diètes d'empire ou les états généraux en France. Ce sont toujours des salles carrées ou rectangulaires avec des sièges ou des fauteuils soigneusement attribués
Pour manifester, ce qui est important, c'est de manifester la différence des rangs. On ne va pas montrer un peuple souverain, mais on veut montrer la différence des statuts. On représente des rangs, des statuts juridiques, où on représente des territoires. Là, vous voyez très bien. Là, c'est Henneberg, là, c'est Anhalt, là, c'est Leuchtenberg, là, c'est la Savoie, etc. On représente des territoires. On ne représente pas le peuple souverain. C'est une assemblée de territoires, une assemblée de princes, de territoires, de statuts. En rien l'idée d'un peuple souverain, mais des ordres, des territoires, des privilèges. Les révolutions, la révolution américaine, la révolution française, vont totalement innover et inventer un lieu nouveau qui auparavant n'existe tout simplement pas, sauf dans l'Antiquité, voilà. Mais à l'époque médiévale ou moderne, n'existe pas. Ce lieu nouveau, c'est l'Assemblée, voilà, l'Assemblée, l'hémicycle, un dispositif emprunté au théâtre et au théâtre italien, destiné à abriter les délégués d'un gouvernement représentatif. Là, c'est un projet, vous le voyez, monument destiné à l'exercice de la souveraineté du peuple en assemblée primaire. C'est un projet qui n'a jamais été réalisé, qui est séparé en deux parties. Vous avez l'hémicycle, parfaitement reconnaissable, et puis les bancs, côté gauche, on voit les bancs, et en dessous, au premier étage, et en dessous, on voit le rez-de-chaussée avec les différentes salles, les locaux techniques. C'est bien la souveraineté du peuple dans un dispositif particulier, ici, qui est représenté, qui est mis en scène. C'est la souveraineté du peuple dans le régime représentatif, de manière extrêmement efficace, si efficace qu'elle s'est imposée très largement et qu'aujourd'hui, on a ce type de dispositif ou d'hémicycle dans la plupart des pays. On reconnaît le même genre, pas toujours, pas l'Angleterre, par exemple. C'est le choix de l'hémicycle ou le choix du cercle parfait avec l'orateur placé devant le bureau ou au milieu des délégués avec des sièges. On avait imaginé des sièges qui se soulèvent, etc. Mais c'est bien derrière l'égalité du peuple souverain et d'égalité des représentants. Ils ne sont pas, vous le voyez, ce que disent régulièrement nos députés, on leur dit vous n'êtes pas le représentant du Bas-Berry ou de la Haute-Savoie, vous êtes le représentant de la nation. Là, ils sont tous égaux, les sièges ne sont pas marqués, ils ne sont pas attribués, ils sont tous égaux. Mais ce ne sont pas ces architectures-là que je veux évoquer aujourd'hui, cette naissance de l'hémicycle, mais d'autres architectures qui sont exactement contemporaines. Donc je vais parler de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui sont contemporaines, mais qui sont moins connues, même si elles sont très très répandues, avec la diffusion des idées libérales ou démocratiques. Donc c'est bien des architectures qui sont liées à l'idée de démocratie, ou de libéralisme, ou de radicalisme politique, et qui sont de formes diverses, mais toujours liées à l'idée de souveraineté du peuple. Elles occupent encore souvent l'espace public de nombreuses villes, et donc on va regarder des colonnes monumentales en l'honneur de la Constitution, des monuments rappelant le texte ou l'auteur de la Constitution, l'auteur supposé de la Constitution ou celui qui l'a concédée, des temples imaginaires dressés à la liberté ou à la République, des petits temples à l'ancienne avec des colonnades, ou des illustrations sur le triomphe de la loi. Alors je vais montrer beaucoup d'exemples, je surveille l'heure. Il y a des exemples multiples au XIXe siècle. Par exemple, ça, c'est la base d'une colonne, c'est le socle d'une colonne, dressée entre 1821 et 1828, vous le voyez, pour célébrer la constitution bavaroise de 1818, une constitution concédée par le prince, d'inspiration libérale, la monarchie constitutionnelle, et donc en bas, une grande stèle pour commémorer cette constitution, 10 ans plus tard, ou ici une grande colonne de Joseph Kirchmeier qui est érigée à Amberg en Allemagne et qui est une colonne de 1825 pour le jubilé de Maximilien Joseph et cette fameuse constitution de 1818. Donc vous voyez une grande colonne monumentale où on pourrait aussi montrer ça. Celle-là, vous la reconnaissez sans aucun doute, elle est plus connue. C'est la colonne du Congrès à Bruxelles, la grande colonne du Congrès, réalisée entre 1850 et 1859, et qui commémore en fait le Congrès national belge de 1830-31 avec la naissance de la Belgique moderne, la naissance de la Belgique indépendante moderne. Avec, sur le socle, vous voyez, en haut, il y a une représentation du souverain, mais à l'origine, le souverain ne devait pas être représenté. Il souhaitait qu'on représente le texte de la charte. Et puis en bas, des allégories et des allégories féminines qui représentent les libertés fondamentales, les libertés scolaires, etc., aux quatre coins en bas.
Mais on a d'autres représentations, de ces colonnes en l'honneur de constitutions, choses comme ça. Par exemple ici, alors c'est comme un monument, comme une stèle gravée, ça rappelle un peu ça au fond, comme dispositif. C'est un frontispice d'un livre qui commémore la constitution, la première constitution espagnole, libérale, qui valait aussi pour l'Amérique latine. C'est la constitution politique de la monarchie espagnole, promulguée à Cadix en 1812. On voit comme une stèle gravée, surmontée d'un médaillon avec une allégorie féminine qui tient le texte de la Constitution, surmontée d'une couronne de laurier. Ou aujourd'hui, en 1912, pour le centenaire à Madrid, pour le centenaire de la Constitution de Cadix de 1812, ce grand monument en l'honneur, vous voyez, de la Constitution, avec allégorie féminine, texte de la Constitution en haut, rappel de la date, donc des monuments massifs qui occupent l'espace public. C'est une liste très très longue en fait. Si vous tapez colonne sur Google, colonne, constitution, etc., monument à la Constitution, vous allez trouver des monuments à la Constitution en Thaïlande, des monuments à la Constitution à Madrid en 1982, etc. Énormément de choses, énormément de choses. Mon intention, c'est pas de faire un recensement, ce serait absolument d'un ennui stratosphérique total de vous faire défiler des colonnes et des colonnes. C'est pas de faire le recensement de ça, même pas une description méticuleuse. Ce que je voudrais faire, c'est vraiment beaucoup plus modeste, c'est chercher à comprendre les origines historiques de ce type de monument et quel est le rapport entre ces monuments et l'idée de souveraineté populaire et l'idée de souveraineté du peuple, de peuple souverain. Quel est le rapport entre ce type d'architecture étrange et les enjeux politiques de la démocratie. Donc faire une mise en relation entre ces monuments et les révolutions démocratiques atlantiques, c'est-à-dire les révolutions démocratiques en Amérique latine, aux États-Unis d'abord, dans les années 1770-1780, en France, les années 80-90, en Amérique latine avec les mouvements d'indépendance à partir des années 1810-1820. Et pourquoi, en essayant de comprendre pourquoi et pour qui on essaie de symboliser ainsi la Constitution, le peuple souverain, soit par un temple classique, soit par un temple italianisant, rond, avec une colonnade. Pourquoi s'emparer du langage de la colonne monumentale pour célébrer non un souverain terrestre ou la reine des cieux? Par exemple, pourquoi avoir une colonne monumentale et mettre en haut le texte de la Constitution à la place de Louis XIV? Comme vous le savez, ces grandes colonnes monumentales, les principales, celles qu'on connaît le plus, les plus nombreuses, ce sont des colonnes qui ont été érigées au XVIe, XVIIe siècle dans les pays catholiques, surmontées de la figure de la Vierge pour montrer l'appartenance religieuse, une grande colonne à Munich, une grande colonne à Prague, pour montrer l'appartenance religieuse des territoires, leur appartenance religieuse catholique. Pourquoi remplacer ces colonnes en l'honneur d'un souverain ou ces colonnes en l'honneur de la reine des cieux, la souveraine suprême, la reine des cieux, Marie, de la contre-réforme, par des colonnes en l'honneur d'un principe abstrait ou d'un texte constitutionnel ou d'un idéal, et avec eux, ce texte, cet idéal, ce principe, célébrer le peuple souverain sans représentation figurative du peuple, ou à peine, et sous la forme d'une colonne ou d'une colonnade, d'où ça vient. Alors, pour répondre à cette question, provisoirement, de manière peut-être superficielle, parce que on va regarder quand même un certain nombre de réalisations, pour moi déroutantes, il faut remonter aux stratégies visuelles des partis révolutionnaires. Il faut remonter au débat américain des années 1770-80 et la lutte entre fédéralistes et antifédéralistes. Et puis il faut remonter au débat français et la lutte entre fédéralistes et jacobins, girondins et jacobins, et au travail de la Convention. Donc on va remonter un peu en arrière par rapport à ces monuments qu'on a vus et regarder comment prennent naissance ces monuments et ces choix-là. On va regarder ces exemples, ces innovations figuratives, ces innovations architecturales. Il n'y a pas d'exemple de ce type-là avant. Et puis on va regarder les bricolages symboliques qui vont se mélanger, ils vont faire des alliances un peu paradoxales, vous allez voir, dans le contexte révolutionnaire, à des fins précises. Donc je voudrais partir. Le premier, je vais regarder deux corpus, un corpus américain et un corpus français. Ce premier corpus, c'est le corpus de la Révolution américaine.
et d'un certain nombre d'images réalisées. Alors ces images sont réalisées dans les années des gravures. Pour l'essentiel, on verra peut-être un dessin, je ne me rappelle plus exactement dans quelle heure je les ai mis, réalisées dans les années 1770, 1780, de lutte contre la monarchie anglaise, de travail de l'indépendance, du processus d'indépendance, de la réalisation d'une constitution et surtout du processus de signature de cette constitution par les différentes colonies, les 13 colonies américaines qui vont accéder à l'indépendance et vont ratifier ou non la constitution qui va les détacher de l'Angleterre. Donc, des images qui vont fonctionner très longtemps, y compris dans le 19e siècle, vous allez le voir, parce que ça pose les questions fondamentales sur la manière d'exprimer la démocratie, les piliers de la démocratie américaine. Donc la première image, c'est une gravure des années 1780, peut-être 1779, 80, mais donc très tôt dans le processus d'indépendance des États-Unis. Et vous le voyez, ça représente un temple surmonté d'une statue monumentale qui a une trompette à la bouche, repose sur quelque chose, un socle qui pourrait être soit un socle de statue, soit éventuellement des faisceaux de licteurs romains rassemblés. Ça peut se discuter. Moi, je pencherais plutôt peut-être pour une colonne, parce qu'on la voit descendre après dans l'oculus. Un toit voûté, bombé, qui repose sur une colonnade, et une colonnade incomplète. Et vous le voyez, nous avons 10 colonnes dressées. 10 colonnes dressées et 3 encore incomplètes, pour lesquelles il n'y a que le socle. Donc, cette image, qui est légendée comme Temple de la Liberté, je reviendrai sur elle, Temple de la Liberté, représente la liberté comme une allégorie féminine sur un temple qui est lui-même constitué d'une colonnade à ce moment-là incomplète. Je reviendrai sur le fait qu'elle est incomplète et pourquoi il en manque 3. Deuxième image, c'est une image sur laquelle j'ai très très peu de renseignements, y compris en matière de datation, mais qui est un tout petit peu plus tardive et qui représente, là aussi, donc c'est sur des sites, celle-là je l'ai retrouvée sur un site officiel américain de l'histoire de la devise et du sceau, Great Seal. Et ça représente le temple de la liberté, et vous voyez, là aussi, c'est le choix d'un temple néoclassique, d'un temple classique, un temple à l'antique dédié à la liberté, à la justice et à la paix, vous voyez, Sacred to Liberty, Justice and Peace, avec aussi, en bas, une colonnade qui soutient le frontispice, qui soutient le temple, une colonnade où, si on compte, nous voyons bien 13 colonnes présentes. L'association de la liberté et du temple à colonnade devient alors courante dans l'Amérique des années 1770-1780. On associe l'idée de liberté, indépendance à l'égard de la couronne anglaise, liberté et indépendance, démocratie et temple à colonnade. Temple à colonnade, ça inspire par la suite de très très nombreuses œuvres. Ce n'est pas juste la période de rupture avec l'Angleterre, ça va durer et ça va durer très longtemps. Par exemple ici, une image de 1834, vous voyez, on retrouve le temple à colonnade. Alors on n'a pas 13 colonnes, mais on a les 13 étoiles, un temple rond à colonnes, surmonté de l'aigle, la légende Temple of Liberty, et 2 allégories féminines sur des socles, 2 statues féminines qui flanquent ce temple, une allégorie de la justice et une allégorie de Minerva, et puis la légende The Union must and shall be preserved. Et si on veut savoir comment l'union doit et peut être préservée, doit et sera préservée, eh bien il faut regarder à l'intérieur du temple où on voit une représentation très ethnique de ce qu'est l'Amérique de 1834, avec d'un côté un cow-boy ou un homme à cheval avec un chapeau qui est représenté comme un européen ou caucasien, et de l'autre côté un indien, et entre les deux, une représentation de la liberté de la République, un genre de Marianne qui tient à la main la Constitution et porte un bonnet phrygien sur un socle où il y a écrit « Preserved by Concord ». Voilà. Donc c'est l'union, c'est la concorde qui va préserver
la liberté, le temple de la liberté sera protégé par la Concorde. Ici, une vignette plus amusante de 1800 exactement, qui représente Washington invitant ses héritiers, ses partisans, à préserver les 3 piliers. Vous voyez, il y a un genre de temple rond qui repose sur la base de 3 colonnes, et sur ce temple rond, il y a une urne ou un coffre sur lequel on trouve enfermé Liberty and Independence, la liberté et l'indépendance, et il invite ses partisans à ne pas trop secouer les piliers qui soutiennent cette construction de la liberté et de l'indépendance. 3 piliers que vous pouvez sans doute lire dans l'ordre: le fédéralisme, le républicanisme et la démocratie. Voilà, les 3 piliers sur lesquels repose la liberté et l'indépendance américaine, qui doivent être protégés. Et puis une dernière image, une image de la guerre de sécession. Celle-là, si vous avez des lumières, je veux bien en savoir plus dessus, parce que elle date, partout où j'ai trouvé aux États-Unis, cherché aux États-Unis, on me dit c'est une enveloppe, c'est une image de la guerre de sécession. Ce qui m'embête, c'est que je la trouve au Mexique en 1857, exactement la même, sauf les étoiles. Et je ne comprends pas comment elle passe des États-Unis vers le Mexique en 1857 et repart du Mexique. Un petit doute pour moi. Voilà. Donc sur Getty Image, The New York Historical Society, on trouve cette image, et avec la légende disant une image de la guerre de sécession. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve notre temple de liberté, rond avec la colonnade, surmonté par l'aigle, avec la légende, je reviendrai, la légende latine, et sur la colline de Constitution and Laws, des étoiles, et en bas, le peuple souverain portant la bannière étoilée devant le temple de la liberté. Donc on a bien là la représentation de qu'est-ce que c'est que le peuple souverain dans une démocratie indépendante et libre, avec l'association entre liberté, temple à colonnade, représentation du peuple et motto de la légende, et Pluribus Unum. Je reviendrai sur cette légende. Le succès de cette iconographie s'inscrit très très bien, très précisément, dans les luttes politiques de la Révolution américaine. C'est vraiment une illustration des luttes politiques de la Révolution américaine des années 1770-80, et notamment des luttes entre, vous l'avez vu dans la précédente, ici, des luttes entre fédéralistes et antifédéralistes. Quel type de gouvernement pour les États-Unis? Un gouvernement central fort, ou au contraire un rôle fort pour les 13 colonies et un gouvernement fédéral faible. Toutes ces luttes qui sont au cœur du processus révolutionnaire américain et de débats très très importants. Avec, vous le voyez, le double souci ici d'illustrer dans ces images, d'illustrer les fondements de la légitimité du gouvernement fédéral, ou du gouvernement. Quelle est la légitimité des États-Unis d'Amérique face à l'ancienne puissance anglaise? Eh bien, les fondements, c'est le fédéralisme, le républicanisme, la démocratie, ou ici c'est la liberté, ou ici c'est la liberté, la justice et la paix. Illustrer les fondements du pouvoir juste contre l'arbitraire royal, monarchique anglais. Le bon gouvernement, le gouvernement démocratique, c'est celui qui repose sur ces fondements abstraits, pour suivre la démonstration de Tocqueville, la paix, la justice, la démocratie, le fédéralisme, et pas sur l'arbitraire. Donc on peut en faire la liste, ça me paraît important, et la concorde. Et puis, deuxième enjeu, c'est d'une certaine façon, et ça on le voit bien ici, de s'interroger sur la solidarité des différentes colonnes, la solidarité, ce qui tient les colonnes ensemble. Et d'où on revient à pourquoi il en manque 3. Pourquoi il en manque 3. Alors peut-être là, il faut faire un tout petit retour en arrière et regarder une iconographie beaucoup plus ancienne qui allie colonne, colonnade circulaire à des fins d'exaltation d'un pouvoir politique d'un genre particulier. Et vous allez les reconnaître tout de suite, je pense. Ça, que vous avez peut-être vu, donc vous avez la date, 1509. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un petit morceau, c'est un extrait, un détail, d'une fontaine, non, d'une horloge de la ville de Nuremberg. Voilà, donc début 16e, qui s'appelle Männlein-Laufen, le tour, la ronde des hommes. La ronde des hommes. Et ce que vous voyez en effet, c'est en fonction des heures,
on voit, mais on ne voit pas très bien quand on est en bas, en fonction des heures, eh bien, on a une ronde de petits bonshommes qui tournent autour d'un homme assis, qui tient un sceptre et qui est couronné. En fait, c'est une illustration du Saint-Empire romain de nation germanique à l'époque, juste avant l'arrivée de Charles Quint, c'est à l'époque de Maximilien, mais ensuite ça fonctionne de la même façon. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons au centre quelqu'un représenté comme un roi, le roi des Romains ou l'empereur, entouré de 7 personnages vécus, ce n'est pas les 7 nains, c'est 7 personnages vêtus de la même façon, robe rouge, col d'hermine, blanche, ce sont les 7 princes électeurs. Vous savez que l'empereur est élu, c'est une monarchie, c'est une couronne élective, même si la couronne reste toujours dans les mains des Habsbourg au XVIe, XVIIe siècle, c'est quand même une couronne élective et la victoire n'est jamais totalement sûre. Donc comment représente-t-on à Nuremberg, une ville libre d'empire, mais où se déroulent un certain nombre de diètes et un certain nombre de cérémonies du Saint-Empire? Comment on représente le système de l'empire et la cohésion de l'empire face notamment aux monarchies modernes, comme la France, monarchie centralisée comme la France? Eh bien, comme un personnage entouré d'une espèce de colonnade de personnes qui tournent autour de lui, qui sont ses électeurs. Plus frappant encore peut-être, ce monument de 1741 pour le couronnement de Ferdinand II. Et vous le voyez, l'Empire est représenté comme un petit tempietto rond, un petit temple élégant, rococo, rond, une balustrade, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu auparavant, avec au milieu la statue du jeune empereur, des deux côtés les familles et les ascendants, tout le réseau familial, les ancêtres de l'autre côté. Mais sur chaque colonne, vous trouvez, il y en a 8 cette fois, parce qu'on est au milieu du XVIIIe siècle, et donc ils ont ajouté la Bavière, pour être précis. Vous avez les médaillons des 8 princes électeurs qui ont contribué à l'élection de l'empereur. Donc c'est bien ce système-là qu'on retrouve dans nos colonnades, nos temples ronds, etc. Mais les images ont changé de sens. Celle-ci, par exemple, ça n'est plus tout à fait la même chose. Ou celle-ci, prenons celle-ci qui est tout à fait claire. Celle-ci. Ce que révèlent ces colonnades en rond, ça n'est plus l'idée d'ordonner les princes et les grands autour d'un monarque unique. Ce n'est plus l'idée d'une cour ou d'une circularité des princes autour de l'empereur. Ça n'est plus ordonner les princes et les électeurs autour du monarque unique. L'idée, c'est de manifester l'égalité parfaite entre des principes fondateurs, des principes abstraits, égalité, paix, justice, ou de manifester l'égalité entre les colonies qui vont être au fondement des États-Unis d'Amérique. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous le savez que la Constitution des États-Unis va être ratifiée sur plusieurs années. C'est un processus extrêmement long qui va prendre des années. Et il y a un journal qui s'appelle donc, voilà, ce processus va être du coup figuré comme le redressement ou l'érection progressive de la colonnade des 13 colonnes. C'est un journal qui a l'idée de faire ça, un journal de Boston qui s'appelle le Massachusetts Sentinel, la sentinelle du Massachusetts, et qui va décider de lancer ces images. Voilà, qui vont appeler Federal Pillars, les piliers fédéraux. Et vous le voyez, ça représente un début de colonnade, des colonnes, avec le nom des premières colonnes qui ont signé et ratifié. Donc vous le voyez, States like the generous vine supported life, the strength they gain is from Van Brass they give. La force des colonnes vient de leur solidarité, du fait qu'elles sont ensemble. Et donc vous voyez, on est en train de redresser des colonnes, une main sort des nuages, la main de Dieu sort des nuages et va redresser une colonne de plus. Sur les anciennes colonnes, sur celles qui sont déjà dressées, vous avez le nom des États qui ont déjà signé. Le Delaware, la Pennsylvanie, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, en train d'être redressés. Et lorsque la colonne est redressée, un début d'arc-en-ciel se dessine avec l'étoile de l'État qui dessine le... Et vous le voyez, c'est tout un discours en bas en disant that the state of Connecticut
had added a fourth pillar. L'État du Connecticut, excusez-moi, avec un accent anglais effroyable, c'est pas ma langue principale. L'État du Connecticut a ajouté un 5e pilier à la grande superstructure républicaine, le fédéral, la Constitution fédérale. Donc c'est bien la représentation d'une abstraction. La Constitution fédérale, une superstructure républicaine où tous les membres sont égaux. Quelques mois plus tard, les choses avancent. Vous voyez qu'au Massachusetts, ça a déjà été ajouté, le Maryland et South Carolina. Et à ce moment-là, c'est la Virginie qui est en train de rejoindre cette superstructure fédérale. Et It Will Rise pour le New Hampshire qui va rejoindre cette superstructure avec une description du processus électoral et la mention du peuple, farmers, merchants, mechanics, tous ceux qui prennent part à ces grandes décisions, ce peuple souverain qui décide de constituer une république. Et puis enfin, on arrive au bout des 13 colonies avec l'ensemble, la dernière New York, North Carolina, Rhode Island, et ça donne United we stand, divided we fall. Unis, nous sommes debout, divisés, nous tombons. La colonnade peut ainsi, vous le voyez, épouser le discours spécifique du fédéralisme, quitte à laisser un peu dans l'ombre ou au second plan la représentation du peuple souverain lui-même. On le mentionne dans la légende, mais il n'y a pas besoin. Au fond, on comprend très bien ce que c'est que le fédéralisme et ce que c'est le processus de ratification de la Constitution. Au fond, la colonnade s'impose en l'espace d'une décennie, ce qu'on a vu c'est 10 ans, comme la traduction visuelle dominante de la devise américaine adoptée en 1776 et que nous avons ici, et pluribus unum, de plusieurs, un seul. Voilà pour le premier corpus que je voulais regarder devant vous. Le deuxième est très différent. Il y a des similitudes, apparemment. Similitudes dans la mise en image de la rupture avec l'Ancien Régime, de la rupture avec l'arbitraire qu'il caractérisait, similitudes dans l'instauration d'un ordre constitutionnel, universel, égal pour tous, rationnel. Mais il y a des grandes différences, et ce qu'on va regarder, c'est la Révolution française et les révolutionnaires français, qui vont privilégier d'autres choix figuratifs, pas la colonnade, ça ne vous étonne pas de la part de gouvernements jacobins. On ne va pas privilégier l'idée de colonies ou de territoires égaux qui se réuniraient, mais ils vont faire d'autres choix pour représenter la Constitution en monument public et faire de cette représentation l'un des moyens pour rendre visible l'idée complexe de souveraineté du peuple au prix d'innovations particulières que je voudrais évoquer. On peut partir pour ça de cette image. Je suis désolé de la qualité, mais c'est une médaille, un brouillon de médaille. Je n'ai pas trouvé mieux comme qualité. On ne peut pas lire la légende, c'est dommage de loin. On peut partir de cette médaille qui date de l'été 1793 et qui fait l'éloge de l'adhésion individuelle des citoyens français à la Constitution de l'an 2. Les citoyens sont invités à adhérer, à prêter serment à la Constitution de l'an 2. Là encore, on reconnaît bien un temple antiquisant, surmonté en haut d'une colonne faite en fait des faisceaux d'électeurs et avec le bonnet phrygien au-dessus du faisceau d'électeurs romains qui est censé représenter l'unité des diverses parties de la République. Par contre, autour du temple, ou constituant les colonnes du temple, on trouve 4 allégories féminines. Cette médaille intervient dans le contexte des cérémonies organisées autour de la nouvelle Constitution de l'an 2 et d'une série de fêtes pour en marquer l'adoption. L'idée, pour faire adopter la Constitution, on a organisé des fêtes publiques, des grandes fêtes révolutionnaires. Et donc cette médaille s'inscrit dans des débats houleux, très difficiles, de fin juin, début juillet 1793 à la Convention. Et dans la multiplication des adresses de clubs révolutionnaires, de municipalités qui s'adressent à la Convention au sujet de cette Constitution. Et donc il ne s'agit pas simplement d'ériger un monument à la Constitution existante, mais de faire comprendre que la Constitution elle-même est un monument. C'est pas on va ériger un monument pour commémorer la Constitution, on va faire de la Constitution un monument. Et c'est la première fois qu'en français, à ma connaissance, peut-être vous avez d'autres lumières que moi, mais à ma connaissance, moi c'est la première fois que je rencontre dans le corpus de textes français que j'étudie
qui est très gros quand même, c'est l'expression de monument constitutionnel. Le monument constitutionnel, qu'on trouve très très souvent au XIXe siècle. Moi, je le trouve pour la première fois en 1793. Et il s'entend dans cette double acception, hein, monument constitutionnel au sens de monument physique, et c'est monument constitutionnel au sens de réalisation législative de la Convention, qui a réalisé un monument intellectuel et rationnel. Le 1er juillet 1793, les conventionnels dénoncent avec hargne et colère les ennemis de la Constitution. Qui sont les ennemis de la Constitution dans ce texte ? Eh bien, ce sont tous ceux qui tentent de falsifier les articles de la Constitution en passe d'être adoptés. Que dit le texte ? Ce sont de vils calomniateurs du monument constitutionnel, des ennemis de la nation qui veulent anéantir tous ses droits. Et donc la Convention décide que toute personne, je cite, toute personne qui fera imprimer, vendre ou distribuer un ou plusieurs exemplaires altérés ou falsifiés, c'est des fake news, altérés ou falsifiés de la Déclaration des droits de l'homme ou de l'acte constitutionnel sera puni de mort. Donc on sacralise l'acte constitutionnel, un texte qu'on n'a pas le droit de changer, pas le droit de modifier. Toute personne qui le transformera, il sera condamné à mort. Et donc pour comprendre cette sévérité extrême, il suffit de revenir au texte même des débats, donc il faut lire le texte des débats à la Convention, qui en dénonçant les falsifications de la Constitution, décrivent en fait en creux ce que les conventionnels attendent de la Constitution. Pourquoi ils accordent tant d'importance à la Constitution et à la publicisation de la loi ? Eh bien pour eux, voilà ce qu'ils disent, les falsificateurs de la Constitution veulent, je cite, « empêcher le peuple de connaître les travaux de ses mandataires ». C'est-à-dire en falsifiant la Constitution, on veut empêcher que le peuple connaisse le travail des conventionnels. Donc c'est bien la crise du régime représentatif aujourd'hui, hein. C'est que fait mon député ? Est-ce que je peux avoir confiance dans le travail de mon député ? Est-ce qu'il n'est pas toujours en train de faire autre chose ? Pourquoi il a voté ? Pourquoi ils sont absents ? C'est exactement ça. En falsifiant, on empêche le peuple de connaître le travail de ceux pour qu'il a élu, et donc on pervertit l'idée même de régime représentatif. Les falsificateurs veulent aussi corrompre et diviser l'opinion publique. Les falsificateurs veulent étouffer l'assentiment général de la nation, car ils voient avec désespoir fin de citation, s'approcher le règne de la loi. Ça, c'est le règne de la loi, par opposition au règne de l'arbitraire ou au règne d'un monarque. Montrer la Constitution, en faire un monument visible, c'est ainsi bel et bien contribuer à la construction et à la légitimation des fondements du régime républicain moderne, en assurant l'autorité de la loi et sa publicité. Nul n'est censé ignorer la loi. Publicité de la loi, en exposant aux yeux du peuple souverain le travail de ceux qu'il a délégués, il ne faut pas que les mandataires, qu'on puisse dénigrer le travail des mandataires, et en travaillant à l'unité de la nation par l'universalité de la loi. D'où le succès de cette image et d'autres, d'où le succès, et toutes ces assemblées révolutionnaires qui s'adressent à la Convention pour demander que ces monuments soient accélérés. Je vous lis par exemple, un conseil municipal du Loiret en septembre 1793 qui fait allusion à la création d'un monument sur la place de la Bastille, symbole de l'Ancien Régime. L'orateur déplore à ce moment-là qu'on n'envisage que d'y montrer la Déclaration des droits de l'homme et l'acte constitutionnel, et pas l'acte constitutionnel, car ils sont l'image vivante de la liberté, ils sont la liberté elle-même. Et donc, peu importe, au fond, que cette Constitution soit ou non appliquée, les principes sont posés, qui seront confirmés par la suite dans une iconographie très abondante. J'ai taillé pour ne pas vous accabler du nombre d'images plus connues que celles qu'on voyait sur l'Amérique, mais il y en a énormément. Donc, quelques mois plus tard, un décret, la loi du 14 Frimaire en 2, donc décembre 1793, va organiser tout le travail sur la publicité de la loi, donc création du bulletin des lois de la République, c'est ce moment-là, création d'une imprimerie spéciale qui publiera le bulletin de la République et qui travaillera sur un papier infalsifiable. L'article 9 précise en outre que dans, je cite, chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite dans les 24 heures de la réception de celle-ci, et que dans chaque commune, les lois seront lues publiquement chaque décadi, tous les 10 jours, pas tous les dimanches, mais tous les 10 jours. Donc c'est vraiment l'idée de la loi est publique, tout le monde connaît la loi, il faut faire connaître la loi. La loi est un monument que nul ne doit oublier ou négliger. Et bien sûr, l'image participe de cette entreprise de publication de la loi et d'exaltation du peuple souverain, d'un peuple souverain ou d'un peuple qui n'est esclave que des lois qu'il s'est données lui-même.
C'est ça, le régime représentatif. Les réalisations se multiplient. Je vais vous en montrer. Voilà, j'arrête la partie texte et texte de philosophie politique. Se multiplient, quitte à des bricolages incroyables iconographiques en prenant des références disparates dans le but de construire cette nouvelle culture constitutionnelle. Première référence, vous les reconnaissez, les tables de la loi. La Constitution, c'est la même chose que le décalogue remis à Moïse. Ça, c'est une image de Halley, 1793, avec la légende « La Constitution républicaine, semblable aux tables de Moïse, sort du sein de la montagne au milieu de la foudre et des éclairs. » La Constitution, c'est les tables de la loi. Alors en fait, même chose ici, hein, dans ce projet de monument sur la Bastille, avec des pierres de la Bastille en bas, des allégories féminines, les faisceaux de lecteurs, etc. Et le texte, Déclaration des droits de l'homme, etc. Toute l'œuvre législative de la Convention, Déclaration des droits de l'homme de 1793, Constitution, etc., sur deux tables de la loi. Deux tables de la loi, c'est tout à fait conforme à ce qu'écrivait le chevalier de Jaucourt dans l'encyclopédie, dans l'article sur les 10 commandements, le décalogue. Il dit oui, au fond, le décalogue, c'est quelque chose qui émane de la loi naturelle universelle. Ben voilà, la loi naturelle universelle, la voilà, enfin, sortie des nuages, quasiment volonté de Dieu, mais on ne le dit pas comme ça, mais sortie des nuages, une sacralité du texte constitutionnel. Ça peut être un langage figuratif. Autre possibilité, c'est de renouer avec le temple, sur des modèles qui nous semblent directement venus des modèles américains. Ici, c'est le temple de la liberté à Liège, exportation de la Révolution française en Suisse, en Italie et dans les territoires des Pays-Bas du Sud, ici à Liège, avec une architecture qui rappelle évidemment les projets de la Révolution américaine, mais sans référence au fédéralisme. Donc on a un génie ailé, on a des allégories sur les côtés, etc. Et insistance très très forte sur la souveraineté du peuple qui est mentionnée ici, qui célèbre le peuple souverain, blablabla, qui est mentionné dans la légende. Je suis désolé de la qualité qui n'est pas formidable là. Ou encore dans cette image là, une gravure de Jean-Louis Prieur avec l'idée d'un temple dédié à la liberté, projeté sur les ruines de la Bastille, proposé par souscription, l'auteur renonçant à toute espèce d'honoraire et contribuant pour sa part à la somme de 300, voilà, de 300 quelque chose. Donc voilà, Prieur propose d'ériger ce monument qui serait construit, vous voyez, sur les ruines de la Bastille. On retrouve le temple avec les colonnes rondes, etc. Un temple érigé à la liberté. Alors je vois qu'il est temps que je m'achemine vers la conclusion. Pour dire que ce que Tocqueville, peut-être, voilà, essayer de rassembler les idées en disant que ce que Tocqueville nous disait de la langue des démocraties est en partie transposable vers le langage figuratif et architectural des républiques issues des révolutions de la fin du XVIIIe siècle. Au fond, cette tendance à l'abstraction, cette tendance à forger des nouvelles grammaires pour exprimer des idées de plus en plus complexes. Voilà. Ce à quoi nous assistons, en fait, c'est ce que le philosophe Claude Lefort appelle la désincorporation du pouvoir, la désincarnation du pouvoir, qui n'est plus incarné dans le corps physique d'un monarque. Il ne s'incarne plus dans le corps physique et symbolique d'un prince. Ça conduit les responsables politiques, les commanditaires, les acteurs institutionnels ou les artistes eux-mêmes, ici Prieur, à s'interroger sur la figuration abstraite des abstractions politiques modernes, la souveraineté du peuple, la Constitution, et sur la visibilité des principes du gouvernement, du peuple, par le peuple. Comment rendre visibles ces principes? C'est pas facile. Ce sont des architectures symboliques qui apparaissent, dont nous sommes encore les héritiers. Des architectures signifiantes sont alors imaginées pour donner corps à ces principes, et nous en sommes encore les héritiers. Et je voudrais vous montrer la couverture d'un livre récent. Voilà, l'Europe de la justice et la Constitution européenne, avec le début d'une colonnade. Voilà, je vous remercie. Je crois, est-ce qu'on a quelques minutes si vous souhaitez, poser des questions, discuter, faire des remarques ou m'éclairer sur des choses que j'ai survolées très rapidement. J'ai choisi juste des cas américains, français. Cette analyse, elle peut être étendue vers les républiques d'Amérique latine, mais voilà. Ou sur des cas de territoires avec des constitutions dans le Saint-Empire romain, nation germanique. L'Italie, c'est un cas différent. Et l'Amérique latine, malheureusement, mon espagnol ne me permettait pas d'être assez sûr. Voilà. J'aime mieux l'allemand. Mais
Aujourd'hui encore, on a ça. Si on tape sur Google, on ne va pas le faire, mais si on tape sur Google, monument à la Constitution, il y en a en Thaïlande, il y en a partout, qui sont toujours dans ce type d'architecture. Voilà. Et cette très forte dépendance à l'égard. Regardez comment on représente les résultats des élections. On les représente maintenant toujours avec des hémicycles. C'est vraiment un langage politique qui s'impose très fortement à ce moment-là, quoi. Et qui pose des problèmes de représentation. C'est bien le régime représentatif qui va aller chercher une grammaire figurative qui vient du théâtre, de la représentation théâtrale. C'est le théâtre à l'italienne. Voilà. Oui, pardon. Alors, évidemment, bien sûr. Bien sûr, le modèle antique est très très fort. C'est des références au modèle antique dans l'architecture des temples, dans les styles des temples, et bien sûr la référence aux républiques antiques, soit Rome, soit Sparte, soit Athènes, avec cette tâche aveugle que ces républiques antiques sont des démocraties directes, sans régime représentatif. Et du coup, des vrais problèmes on a des cartes à jouer ou des gravures qui représentent Brutus, Mucius Scaevola, Rousseau et le Pelletier de Saint-Fargeau. Sauf que c'est des systèmes politiques absolument incompatibles, absolument différents. Et Rousseau a les réserves les plus fortes concernant le régime représentatif. Donc il y a cette tâche aveugle, mais évidemment, comme ces grandes scènes où on voit le décalogue, par exemple, les tables de la loi, et dessus est gravée soit la Constitution, soit la Déclaration des droits de l'homme. Une des premières versions que je connais représente au-dessus deux allégories féminines qui portent des portraits. Des portraits dans un cadre ovale, au-dessus des tables de la loi, et portent Marat et le Pelletier de Saint-Fargeau. Et ça a été étudié en disant « Ah mais oui, parce que c'est les premiers martyrs de la République. C'est les deux premiers morts de la République assassinés au moment où précisément on est en train d'adopter cette école. » Oui, sauf que quand on descend le long des colonnes qui tiennent les tables de la loi, on trouve un portrait de Scaevola et un portrait de Brutus. Donc ce n'est pas seulement des martyrs, c'est aussi les gens qui donnent leur vie, qui se suicident pour la République. Et c'est un modèle romain. C'est un modèle absolument incompatible. Si on lit Saint-Augustin, c'est un de mes loisirs, la Cité de Dieu, eh bien, dans la Cité de Dieu, les dévoués romains n'ont rien à voir avec les martyrs chrétiens. Donc ceux qui donnent leur vie pour la cité, ce n'est pas la même chose que des martyrs. Une dispute qu'on a eue il y a quelques mois, vous en rappelez le gendarme Arnaud Beltrame, est-ce que c'est un martyr ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait son devoir? Voilà. C'est des grammaires très opposées. Est-ce qu'il est mort pour la foi ou est-ce qu'il est mort pour la liberté? Oui, oui, oui. Une manière de symbole laïque qui remplace l'éternité. Absolument. Absolument. Et la première illustration de la devise américaine et de plusieurs, un seul, c'est sous forme de serpent. Un serpent coupé en tronçons. Mais l'image était tellement qu'ils l'ont abandonnée. Mais si vous regardez sur les sites officiels américains, le site du Congrès, etc., il y a cette image du serpent 1770. Un serpent, absolument. C'est la première illustration de la nouvelle devise, 1776. Alors, l'idée de plusieurs anneaux est quelque chose, signe d'infini, de solidarité, de plusieurs anneaux. J'en sais pas plus, je n'ai pas étudié cette image, parce que c'était un unicum, je l'ai trouvé une seule fois, donc je me suis dit, il doit y avoir des gens spécialistes de ça. Voilà. Mais très curieux, et en tout cas, elle ne s'est pas imposée. Alors que les temples, et même la reconstruction du Capitole après l'incendie, surmonté par un temple avec une colonnade ronde. Il y a vraiment un choix, la colonnade comme symbole de la solidarité des colonies et des États.